Speak what's spoken to. 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 Bonjour et bienvenue pour l'épisode 1 de PLS dédié à la paléontologie. Tout comme l'épisode précédent, il s'agit d'un reboot d'une de mes anciennes vidéos sorties il y a de cela 3 ans sur ma chaîne. La qualité de cette dernière n'étant pas terrible, et ce par bien des points, qualité de l'audio, de l'image, effets de mouvement, etc., j'ai donc décidé de la refaire. La vidéo que vous visionnez à présent est donc la troisième et le dernier reboot de mes anciennes vidéos. Cette aparté étant finie, retournons au sujet de cette vidéo, à savoir la paléontologie. Tout le monde a déjà entendu parler de cette discipline, sauf si vous sortez d'une caverne après être resté éloigné de toute civilisation pendant plus de 100 ans, ce qui fait que vous êtes vieux. Mais enfin bref, je m'égare. Vous avez forcément entendu parler de cette discipline, que ce soit au cinéma avec Jurassic Park, ou plus récemment avec les films Jurassic World, mais également à travers la littérature, avec Le Monde Perdu de Sir Arthur Conan Doyle, qui a d'ailleurs inspiré Spielberg pour le titre de Jurassic Park 2. Vous en avez entendu parler à travers divers documentaires de qualité, comme Walking with Dinosaurs, ou Walking with Beasts, ou d'autres bien mauvais voire complètement à chier comme ceux de la chaîne History ou Discovery. Mais au final, la paléontologie, qu'est-ce que c'est ? Comme dit dans l'épisode précédent, le mot paléontologie provient du grec ancien palaios signifiant ancien, ontos signifiant la vie et logos signifiant ici le savoir. C'est donc littéralement la science des anciennes formes de vie. Cette discipline va étudier ces anciennes formes de vie à travers l'étude des fossiles, à savoir les restes de ces organismes, ainsi que l'étude des traces fossiles, à savoir la paléoichnologie. Bien souvent confondues avec l'archéologie, ces deux disciplines n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'archéologie est une science humaine, elle va se concentrer sur l'homme ainsi que sur les traces laissées par ce dernier, de son apparition jusqu'à maintenant, ce qui donne une fenêtre temporelle très courte du point de vue des temps géologiques. La paléontologie, elle, va avoir un panel plus large, que ce soit du point de vue temporel ou celui des organismes, car elle va s'intéresser à toutes les formes de vie, végétale, animale, fongique, etc. Et ce, depuis l'apparition de la vie sur Terre jusqu'au dépôt géologique subactuel, à savoir le Quaternaire. Faisons un point sur l'histoire de cette merveilleuse discipline. La paléontologie apparaît au début du 19e siècle. Elle est inventée par un Français, Cocorico, nommé Jean-Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, plus communément appelé Georges Cuvier. On reparle de lui plus tard. Son nom lui est donné après sa création en 1822 par le zoologiste Henri-Marie Ducrottet de Blainville, ou par son éditeur, ça dépend des versions. Le nom de cette discipline se propage ensuite dans toute l'Europe et connaît un franc succès. Bien sûr, on n'a pas attendu ces bonhommes du 19e pour étudier les fossiles. Dès l'Antiquité, Aristote et Xénophane s'étant penchés déjà dessus, bien que cela n'ait guère été concluant. Durant le Moyen-Âge en Europe, sous l'influence notamment du christianisme, les fossiles d'ammonites ont été assimilés à des serpents pétrifiés dans la pierre. Les dents de requin sont associées, elles, à des langues de serpents nommées glossopètres. Il faudra passer la Renaissance et attendre les ouvrages de Fabio Colonna en 1716 pour comprendre qu'il ne s'agit que de fossiles de dents de poissons cartilagineux. Niels Stensen, aka Nicolas Steno, complétera les travaux de Colonna en comparant les glossopètres avec les dents d'un gros requin pêché par des Italiens. Et on voit bien sur cette illustration qu'il a fumé un peu. Non mais regardez-moi cette gueule d'amour. Une gueule à faire de la radio. Tout ce qu'il peut faire avec sa gueule, lui, c'est de la radio. Le gros requin est certainement un grand blanc, comme on peut le voir sur les illustrations des dents. Elles ont une serration marquée, une couronne triangulaire et érigée, mais il a bien craqué sur son illustration. On voit bien qu'il a oublié une rangée fonctionnelle sur la mâchoire inférieure, et il a rajouté une langue aux bestiaux, alors que les requins n'en ont tout simplement pas. Au Moyen-Âge, ainsi que durant l'époque moderne, les interprétations sont diverses et variées. Certains y voient des tentatives du Très-Haut, de créer la vie, certains y voient des œuvres du diable mimant Dieu, d'autres encore, comme Girolamo Francastoro, y voient des preuves du déluge. Tout cela est très théologique, influence néfaste de l'église oblige. Eh ben, ils nous ont fait chier jusqu'au bout, les religieux. Il existe pourtant des hypothèses plus intéressantes, comme celle de Léonard de Vinci qui interprète certains restes d'organismes comme étant des preuves du retrait des mers, bien que ne comprenons pas pourquoi on trouve des coquilles au cœur des montagnes. Chose que l'on comprend parfaitement maintenant via les chaînes de collision. Il n'y a qu'à voir ce que l'on appelle la molasse marine datant du Néogène et étant soulevée par les Alpes. Durant la Renaissance et les temps modernes, l'étude des fossiles va commencer à prendre tout doucement forme, bien qu'il faille attendre le 19e siècle où Cuvier créera la paléontologie et apportera une grande pierre à l'édifice de la classification taxinomique. Avant d'aller plus loin, je suis obligé de faire un point sur Cuvier. Georges était certes quelqu'un de brillant et apportait beaucoup à la science, notamment grâce à l'anatomie comparée, la paléontologie et sa classification taxinomique. Cependant, il y a un revers à la médaille. Bien qu'il commence à avancer les idées de radiation et d'extinction, qu'il ait donné le nom de Jurassique à la période du Mésozoïque, Cuvier était en quelque sorte un créationniste convaincu. Je m'explique.
Il était partisan du catastrophisme, théorie liée au créationnisme et au fixisme, selon lesquelles les espèces éteintes sont devenues fossiles suite à des catastrophes. Les espèces ayant survécu étant celles sauvées par Noé avec son arche lors du déluge, et que l'on connaît actuellement. Bien sûr, selon cette théorie, qui est vraiment un gros tas de merde, les espèces sont immuables depuis leur création. Alléluia! Pas besoin de préciser à quel point tout cela est faux. Mais Cuvier n'était pas que cela. C'était aussi quelqu'un que l'on pourrait caractériser comme étant un peu raciste, faisant passer certains de nos chères petites têtes blondes pour des petits joueurs. Ce racisme était aussi en raccord avec les mentalités de son temps, mais quand même bien poussé chez lui. Notamment envers les Africains dont voici les mots de Monsieur le baron Georges Cuvier pour les qualifier. La plus dégradée des races humaines, celle des nègres, dont les formes s'approchent le plus de la brute, et dont l'intelligence ne s'est élevée nulle part au point d'arriver à un gouvernement régulier, ni à la moindre apparence de connaissance suivie. Sympa le mec! Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas avoir une vision manichéenne du monde. Ne voyez pas tout en noir ou en blanc, mais plutôt en nuances de gris. Prenez toujours du recul sur ce que l'on vous présente. J'aurais pu ne pas vous parler de cette facette de Cuvier, mais je l'ai fait. Prenez bien conscience qu'entre maintenant et avant, les mentalités ont bien changé. Sauf pour quelques cas. Évitez au passage de faire les mêmes erreurs qu'auparavant, même si cela semble mal barré. Voilà, j'ai fini ma parenthèse qui était tout sauf joyeuse. Reprenons là où on en était. Après la création de la paléontologie, cette discipline prend son envol et va rapidement se développer. Bien qu'utilisée dans un premier temps que comme un simple complément par les géologues pour dater ou identifier des strates géologiques, c'est bien dans un second temps que des laboratoires uniquement dédiés à la paléontologie vont se former, dont l'un à voir le jour en premier est situé à Vienne en Autriche. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de visiter le Muséum d'histoire naturelle de Vienne, allez-y. Les grands personnages ayant contribué à la paléontologie sont représentés par des statues. Seuls ceux qui étaient décédés au moment de la création du musée ont eu droit à leur statue. C'est pour ça que Darwin n'a pas sa propre statue. Il était vivant le bougre, mais une partie de la fresque du hall principal lui rend un bien bel hommage. Les fossiles exposés dans ce musée sont vraiment cool, variés, et je ne parle même pas des collections du musée. Bon, je sais qu'on peut pas parler de paléontologie sans que vous vouliez des dinosaures, donc en voici. I am a Stegosaurus! Voilà. Manquerait plus que j'atteigne le point Godwin, c'était la partie de Cuvier. Mais bon, il n'y a aucun risque que ça arrive avec les dinosaures et... Et merde. Les dinosaures donc, venant de Deinos, signifiant terrible, et de Sauros, signifiant lézard, est un mot inventé par le terrible Richard Owen, un biologiste et paléontologue anglais ayant pratiqué au cours du 19e siècle. D'ailleurs, ce con s'est un peu planté dans son étymologie en traduisant Deinos, vu qu'il ne l'a pas traduit par terrible, mais par terriblement grand. Je vous mets le lien de l'histoire dans la description. Le nombre de taxons de dinosaures trouvés explose dans les années 1870, suite à un épisode que l'on appellera la guerre des os ou Bone Wars. Cet événement a été déclenché par deux paléontologues, Edward Drinker Cope et Othniel Charles Marsh. Ces deux lascars ont déclenché cette guerre par un fait plutôt amusant. Les deux compères étaient autrefois amis, jusqu'au jour où Marsh fut invité par Cope pour lui montrer un Elasmosaurus, que ce dernier a reconstitué. Marsh lui fait alors remarquer qu'il a mis la tête au bout de la queue de l'animal. Cope ne digéra pas la nouvelle et, par une suite d'événements, la guerre des os fut engagée. Bon, ok, ça c'est une version très raccourcie et un peu romancée des événements. L'histoire est plus complexe que cela. Marsh a affirmé, 20 ans après le début des événements, que ce n'est pas lui qui a remarqué cette erreur en premier, mais bel et bien Lady, qui fut le premier à reporter le mauvais placement de la tête du bestiau en 1870. Pour avoir plus de détails sur cet événement, je vous renvoie vers la vidéo de Simplex Paléo. Le terme de guerre n'est pas vraiment utilisé à la légère ici. Les teams Marsh et Cope se détestaient au point d'effectuer non pas une course à l'armement, mais une course à la découverte de fossiles. Et pour cela, tous les moyens sont bons, y compris aller faire des raids chez la team adverse pour détruire le matériel découvert par les autres. Cette guerre a permis la découverte de 136 nouvelles espèces de dinosaures, 56 pour Cope et 80 par Marsh. Parmi les dinosaures découverts, certains appartiennent au genre Triceratops, Allosaurus, Diplodocus, Stegosaurus. Cet événement a également permis la découverte de nombreux taxons de tétrapodes, comme le genre Costeus, ainsi que divers reptiles comme le squamate Mosasaurus copeanus, dont le nom d'espèce est un fion envoyé à Cope, car il est composé de Cope et anus. Les mecs vont quand même loin pour se mettre sur la tronche, mais hélas pour Marsh, ce spécimen est tombé en désuétude, car étant synonyme de Plioplatecarpus depressus, espèce assignée en 1869 par un certain
Edward Rinkerkop. Une blague qui ne restera malheureusement pas dans les annales. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire comme guerre. Ça fait progresser la science et au moins, y a pas eu de mort. En fait, s'il y a eu un mort. Kopp meurt en 1897, épuisé par cette guerre et quasiment ruiné, car devant financer lui-même ses campagnes de fouilles pour tenir tête à Marche. C'est cet événement qui a mis fin à la guerre. Mais bon, ça va, c'est qu'un mort. Ça aurait pu être pire. En fait, il y a eu 2 morts. Vu que Marche casse sa pipe en 1899, ouais, c'est un peu con de claquer 2 ans après la fin de la guerre. Voilà pour cet aparté saurien et guerrier. Et autant préciser la chose tout de suite, les dinosaures, voire même les vertébrés dans leur globalité, ne représentent qu'une petite partie du registre fossile. Et oui, la majorité du registre fossile est représentée par des invertébrés possédant des têtes ou des coquilles, tels que les échinodermes, oursins, lits de mer, ophiures, les ammonites, les bivalves, les brachiopodes et les gastéropodes. Si vous pensiez que la paléontologie consistait majoritairement à déterrer des os de dinosaures, eh bien c'est raté. Cette discipline n'a pas cessé de se développer et continue encore de le faire grâce aux nouvelles technologies, comme avec la modélisation 3D ou bien les statistiques. Oui, on utilise les maths en pal. Et pour pas mal de trucs. Et si on abordait quelques axes de recherche et outils de la pal dès maintenant? C'est une question rhétorique, ne répondez pas. La paléontologie se repose sur un bon nombre de sous-disciplines et d'axes de recherche comme la phylogénie, permettant de classer le vivant. Cela consiste en gros à comparer les organismes entre eux par la présence et l'absence de caractères, la façon dont ces derniers sont exprimés, quelle forme et quelle taille ont-ils, afin de reconstituer des arbres de parenté, que l'on appelle arbres phylogénétiques. Ces arbres sont généralement réalisés par tests statistiques sur des logiciels tels que R et RStudio. Pour en apprendre plus, je vous renvoie vers la vidéo du semi-aveugle. Le lien est bien sûr dans la description. La paléobiogéographie est une autre de ces sous-disciplines, qui peut même être considérée comme une discipline à part entière. Il s'agit ici d'appliquer les mêmes principes que la biogéographie, à savoir comprendre la répartition des organismes dans l'espace et en fonction de divers paramètres comme le climat, les courants marins, la température et j'en passe. Eh bien on fait tout cela, mais dans l'ancien. C'est une partie qui est extrêmement intéressante pour comprendre les dynamiques des différentes régions et des espèces dans l'ancien. Bien sûr, pour cela, il faut prendre en compte le registre fossile, mais aussi la paléogéographie, la paléoclimatologie, les paléo-environnements et plein d'autres choses commençant par paléo. La paléoécologie, à l'instar de l'écologie, a pour but de comprendre les interactions entre les divers organismes dans l'ancien, qu'il s'agisse de relations prédateur-proie, les coévolutions entre les organismes, les interactions entre les êtres vivants et leur environnement, étudier les assemblages florophoniques, etc. La macroévolution est une partie importante de la paléontologie. Elle consiste à étudier l'évolution des caractères morphologiques à l'échelle des espèces au cours du temps, de leur apparition à leur disparition en passant par leur modification. Prenons 2 exemples, l'oreille interne et la mâchoire. Chez les mammifères, l'oreille interne est composée de plusieurs os, tandis que chaque branche de la mâchoire est composée d'un seul os. Eh bien, si l'on regarde dans le registre fossile, on se rend compte que chez nos ancêtres, ce n'était pas le cas. Il y avait une mâchoire composée de plusieurs os, qui, au cours de l'évolution, vont migrer vers l'arrière, former la structure interne de l'oreille et laisser la mâchoire être composée d'un seul os. Pour ce deuxième exemple, on va parler des cétacés. Ce groupe de mammifères n'a pas toujours été marin, mais bel et bien terrestre, il y a quelques dizaines de millions d'années. En effet, lorsque l'on regarde le registre fossile, on trouve plusieurs espèces terrestres ou semi-aquatiques, comme Peregocetus pacificus, découvert dans les dépôts éocènes du Pérou, daté de 50 millions d'années, qui a fait pas mal de bruit récemment d'ailleurs. On retrouve également le fameux Ambulocetus natans, appartenant à des dépôts éocènes mais du Pakistan. Viennent ensuite des fossiles continuant cette transition vers une vie aquatique avec les familles des Rhemagtonocetidae, avec Uchicetus minimus, ainsi que la famille des Protocetidae avec Georgiacetus vogtlensis, appartenant tous deux à des dépôts de l'Éocène moyen. Après, on va tomber sur la famille la plus connue des baleines dans le registre fossile, les Basilosauridae, avec le fameux Basilosaurus, évoluant à la fin de l'Éocène. Et là, on est clairement sur une famille de cétacés totalement adaptés au milieu aquatique. L'évolution des baleines ne s'arrête pas là et continue au cours du Cénozoïque. Je vais pas aller plus loin, il y a trop de trucs à dire dessus lorsque l'on passe à l'Oligocène. Pour aller plus loin, je vous mets des liens dans la description ainsi que les vidéos d'Entracte Science abordant le sujet. Une partie assez importante de la paléontologie consiste aussi à comprendre les événements de radiation et d'extinction.
La radiation évolutive correspond simplement à l'apparition de nouvelles espèces à partir d'une ou plusieurs espèces déjà existantes, dans un intervalle de temps assez court. Tout du moins du point de vue des temps géologiques. On peut prendre comme exemple la forte radiation des ammonoïdes après la crise d'extinction Permo-Trias, ou la forte diversification des chimères après la crise dévonien-carbonifère. Les événements d'extinction, eux, sont tout simplement la disparition simple et définitive de plusieurs espèces données dans un laps de temps assez court, encore une fois. Des crises d'extinction, il y en a eu des chiers, et c'est peu de le dire. On a le fameux Big Five des crises d'extinction, Ordovicien-Silurien, Dévonien-Carbonifère, Permo-Trias, Trias-Jurassique et Crétacé-Paléogène, que l'on appelle des crises majeures, qui correspondent aux crises d'extinction les plus importantes de l'ère du vivant. Ces crises ont un impact global, et elles mènent plus de 50% des espèces à leur extinction. On a ensuite les crises d'extinction dites mineures, qui font moins de dégâts dans la biodiversité, mais ont quand même un fort impact sur cette dernière, à l'échelle locale et régionale. Parmi celles-ci, on a la crise Pliocène-Pléistocène, qui va marquer l'entrée de la Terre dans une phase glaciaire. Elle va marquer la fin du Néogène et mener beaucoup de taxons à leur extinction comme Otodus mégalodon, les crocodiles européens, certains mammifères comme Metaxytherium et beaucoup d'autres. Les crises mineures ne sont pas au nombre de 5 ou de 6, mais de plusieurs dizaines. En voici quelques-unes. Je ne parlerai pas de la crise du vivant actuelle, c'est un cas un peu à part et qui mérite d'être traité dans une vidéo à part entière. Pour aller plus loin sur les diverses crises du vivant, je vous renvoie vers les vidéos de paléologie traitant du sujet. La paléoichnologie, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit d'appliquer les principes de l'ichnologie, à savoir l'étude des traces de vie, mais dans l'ancien. Le nom de cette discipline, ou de cette sous-discipline, provient du grec ichnos signifiant empreinte ou trace, et de logos signifiant le savoir. Cette discipline a donc pour but d'étudier et de comprendre les traces fossiles, de comprendre à qui elles appartenaient, comment elles se sont formées, et d'en dégager pas mal d'informations sur l'environnement de formation de ces dernières. Par exemple, si l'on retrouve des traces de terrier, on sait que le sédiment était meuble lors de la mise en place de l'ichnofossile. Au contraire, si l'on a des traces de perforation dedans, c'est que le sédiment était déjà bien induré. C'est très utile pour observer les arrêts de sédimentation d'un bassin. On a juste à aller voir la surface d'arrêt et on regarde si c'est encrouté ou perforé. La sédimentologie est une autre discipline extrêmement importante pour un paléontologue, puisque celle-là nous donnera énormément d'informations sur l'environnement dans lequel vivaient les organismes. Étions-nous dans un delta, dans un estuaire, un milieu marin ouvert, à faible ou forte profondeur ? Pas mal de questions à se poser, et utiles pour comprendre les associations florophoniques. Par exemple, si l'on trouve un fossile tel qu'un échinoderme, déjà, nous savons que nous sommes dans un milieu marin avec une salinité normale, puisque cette bébête ne supporte pas les variations de salinité. Si on les met dans de l'eau douce, eh bien, les podia ne peuvent plus fonctionner, faute d'avoir une bonne pression osmotique, et ils meurent. La nature est merveilleuse. Si nous trouvons nos charmantes créatures dans une roche comprenant des zoolithes, petites boules se formant en faible profondeur par l'action des vagues, nous saurons non seulement que nous sommes dans un milieu marin ouvert, mais aussi que c'est un milieu de vie peu profond, soumis à l'action des vagues de beau temps. Une autre grande discipline liée aux deux précédentes est la stratigraphie, où l'on se servira de certains fossiles comme marqueurs temporels pour des temps géologiques, permettant ainsi d'avoir une idée de l'âge des roches, que ce soit par la présence d'un fossile ayant une étendue stratigraphique précise, ce que l'on appelle un biozone, ou par une association phonique. Pour plus de détails, je vous renvoie à l'épisode 5 de PLS traitant de la stratigraphie. Il a un peu vieilli sur la technique et la qualité son, mais le fond est toujours bon. Afin d'étudier des spécimens, les paléontologues vont avoir recours à plusieurs techniques afin de pouvoir étudier les fossiles. Les plus connus sont le tamissage de sédiments pour collecter des fossiles de petite taille, comme des dents par exemple, en passant par l'extraction de fossiles à l'acide et au percuteur pour enlever le sédiment autour du fossile. Une technique récente et très prisée des paléontologues est l'emploi de la tomographie avec le fameux CT scan. Qu'est-ce que c'est ? La tomographie par ordinateur ou tomodensitométrie est une méthode non destructive qui consiste à scanner un objet par œil en X et de le reconstituer en 2D ou en 3D tout en ayant accès à la structure interne de l'objet scanné. Cette méthode est super cool car sans détruire l'objet, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est déjà particulièrement utile quand on a un fossile prisonnier d'un nodule ou tout autre bloc. Cela permet également de mieux comprendre et d'étudier plus facilement les structures internes de l'organisme en question, que l'on ne verra pas forcément non plus à l'œil nu. Le point intéressant est que l'on peut bosser directement sur un modèle numérique et de le traiter de la façon que l'on veut. Voici quelques exemples pour illustrer tout ça. Bien sûr, ce n'est pas utilisé qu'en pâle. Les archéologues par exemple l'utilisent aussi énormément, comme avec cette momie où l'on peut voir l'intérieur du sarcophage sans avoir à l'ouvrir, et aussi voir qu'elle avait un début de cancer de la prostate.
Les sédimentologues commencent à l'utiliser également pour avoir une idée précise de la porosité d'une roche, permettant ainsi d'avoir une idée de la taille des réservoirs géologiques, que ce soit des aquifères ou des réservoirs à gaz et pétrole. D'autres méthodes de tomographie sont utilisées comme le synchrotron, permettant d'apporter plus de puissance et permettant la création de meilleurs modèles, notamment les spécimens contenant des matériaux peu pénétrables par les rayons X, comme de l'ambre par exemple. En parlant de scanner des trucs, les scans surfaciques et autres méthodes de photogrammétrie sont énormément utilisées pour recréer en 3D des fossiles à étudier. Cela permet donc d'étudier, sans manipuler par la suite le fossile, de reconstituer un spécimen en plusieurs fragments, de créer des banques de données numériques de divers taxons, tout en créant si besoin une copie par impression 3D. Même remarque pour le CT scan, les archéos l'utilisent pas mal notamment pour des stèles ou pour reconstruire des poteries en 3D. La principale différence avec le CT scan est que l'on n'a que la surface du spécimen. On n'a du coup pas accès à l'intérieur du spécimen, mais c'est déjà pas mal. Voilà qui finit ce tour rapide de ce qu'est la paléontologie. Comme on a pu le voir, l'histoire de la discipline est riche et les axes de recherche sont divers et variés. Et ne croyez pas que l'on connaît toutes les espèces passées, car premièrement, il reste énormément de boulot à faire, que ce soit dans les collections de musées, d'universités, ainsi que les collections privées qui n'attendent que d'être étudiées. Les excursions sur le terrain, où beaucoup de zones du globe restent à fouiller, dont la quasi-entièreté de l'hémisphère sud, qui est bien moins étudiée que l'hémisphère nord. Eh oui, la pale est apparue en Europe et est surtout développée dans les pays riches, situés en majorité dans l'hémisphère nord. Cet écart de connaissances sur le registre fossile est assez normal. La majorité des pays de l'hémisphère sud sont dits en voie de développement. Il est plus logique pour eux de se développer et nourrir leur population que de faire mumuse dans les cailloux, même si cela commence à changer, pour le plus grand bonheur des paléontologues. Et secondement, on ne pourra jamais connaître toute la paléodiversité. Si vous vous demandez pourquoi, il y a plusieurs raisons. La première étant que tous les organismes ne sont pas égaux devant les processus de fossilisation. Il est plus facile de préserver des corps durs, comme des os ou des coquilles, que des tissus mous, ce qui a un fort impact sur la représentation du registre fossile. C'est bien plus facile de trouver des bivalves fossilisés, et très rare de trouver des méduses dans le registre fossile, à part peut-être dans les phalins. Un autre point important est que beaucoup de ces couches fossilifères ont été remaniées, voire détruites, que ce soit par les processus tectoniques, par les processus d'érosion, les bombardements allemands sur les musées en temps de guerre. D'autres sont quasiment inaccessibles car situés dans les plaines abyssales et je vous souhaite bonne chance pour aller les échantillonner et financer la mission. Il est également plus facile de préserver un organisme en milieu marin et de voir un fossile s'y former qu'en étant dans un milieu terrestre où il est plus dur d'enfouir le cadavre qui est plus exposé aux charognards et plus enclin à être éparpillé aux quatre vents. Pour mieux visualiser la chose, dites-vous que le registre fossile est, par rapport à l'ensemble de la biodiversité ayant foulé cette terre, un livre auquel il manque des chapitres. Dans les chapitres que nous avons, il manque des pages. Dans les pages que nous avons, il manque des paragraphes. Dans les paragraphes que nous avons, il manque des phrases. Dans les phrases que nous avons, il manque des mots. Dans les mots que nous avons, il manque des lettres. Je vous renvoie à l'épisode 3 de PLS, encore plus vieillot que l'épisode 5, mais j'y aborde les différents processus de fossilisation, et je m'étends un peu plus sur le sujet. Cet épisode est fini, je tiens à remercier Valéoraptor et l'approche d'un monde perdu pour avoir relu cet épisode. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Je vous invite également à me suivre sur Facebook et Twitter, où je poste souvent des news et quelques conneries au passage. C'était Paléo Style, à une prochaine et portez-vous bien. Ciao!